Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Encore des perturbations dans le secteur de l'éducation. À Rufisque, les enseignants ont tourné le dos aux salles de classe pour tenir en sit-in devant l'inspection d'académie. Situation semblable à Bambey. Nous ferons le point dans cette édition. Le collectif des professeurs sortant de la FASTEF Promotion 2013 exige son intégration dans la fonction publique. Au nombre de 213, il dénonce le mutisme de l'État. Et puis des conseillers départementaux de Thiès accusent Idrissa Seck et Yankoba Diattara de crimes fonciers écologiques dans le domaine maritime de Kayar. Le bras droit du patron de Réumi nie en bloc et menace de porter plainte pour diffamation. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Perturbation du système scolaire à Rufisque. Les enseignants ont tourné le dos aux salles de classe pour organiser un sit-in devant l'inspection d'académie. Ils réclament le respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Biradiagne. Débrayage à 9h suivi de ce sit-in devant l'inspection d'académie, les enseignants toujours sur le pied de guerre pour le respect des accords et des engagements signés avec le gouvernement. Nous sommes ici en sit-in pour exiger du gouvernement le respect du protocole d'accord signé le 17 février 2014. Nous exigeons du gouvernement d'arrêter les redéploiements intempestifs et abusifs des enseignants. Pour ces enseignants, le combat va se poursuivre jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Les enseignants sont déterminés à continuer le combat et exiger au gouvernement le respect des engagements qu'il a pris et qu'il avait qualifié en 2014 de réalistes et réalisables. Donc nous les attendons là et il faut qu'ils respectent ces accords. Les enfants également sont assez intelligents et ils comprennent la situation. Ils comprennent la situation, c'est pour cela actuellement. Quand vous voyez les marches que les syndicats organisent et les sit-ins, vous voyez certains élèves venir de même. Personne ne les appelle, mais ils viennent écouter. Chez les élèves aujourd'hui affectés par ces perturbations scolaires, ils s'interrogent tous sur leur avenir. Ces potaches ne veulent qu'une seule chose aujourd'hui. Les enseignants du département de Bambey ont également observé un sit-in devant les locaux de l'IEF pour exiger le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Ils ont aussi dit non à la privatisation du système éducatif. C'est une correspondance signée Babacar Diouf. Bambey, les enseignants s'érigent en défenseurs de l'école. Ils soupçonnent le gouvernement de vouloir mettre fin à l'école publique. On est en train de vouloir tuer l'école publique. Et les syndicats se sont mis debout pour la renaissance de l'école publique. Ce qui va faire renaître l'école publique, c'est la prise en charge effective du problème de tous les enseignants par les gouvernants. À travers un sit-in observé dans les locaux de l'inspection de l'éducation et de la formation, ils ont invité les dirigeants actuels à faire preuve de responsabilité pour sauver l'école sénégalaise. La réponse à cette crise-là relève de la responsabilité de l'État. Si l'État ne le fait pas, je pense que demain, les parents d'élèves vont interpeller l'État et nous sommes des parents d'élèves. Nous allons interpeller l'État par rapport à ce qui va se passer demain. Les enseignants et leurs responsables syndicaux regroupés dans le G6 ont remis à l'autorité scolaire le mémorandum. Pape Amadou Sidibé, IEF de Bambey, promet de remettre à qui de droit, non sans inviter les enseignants à privilégier le dialogue. Par ailleurs, nous voulons saluer le sens de responsabilité dont vous avez fait montre et vous demander tout simplement de privilégier véritablement le dialogue pour que véritablement tout puisse se terminer dans le meilleur des mondes et que nos jeunes enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Ce sitting, il faut le rappeler, s'est déroulé sous l'œil vigilant des éléments de la police de Bambey.
Et vous l'annoncez également dans les titres, le collectif des professeurs sortants de la FASTEF promotion 2013 veut une intégration dans la fonction publique au nombre de 213. Il dénonce le mutisme des autorités face à leurs revendications. Ces professeurs se disent prêts à utiliser à tous les moyens pour exiger leur insertion. Ils ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Cheikh Diop et Pape Sangone Mbaye. Après 5 ans de formation, ces sortants de la FASTEF sont toujours sans emploi. Yoba Koli et compagnie n'en peuvent plus de cette situation. Ils exigent leur intégration dans la fonction publique. C'est trop, c'est grave. Maintenant, nous pensons que l'État du Sénégal doit faire un effort pour recruter le reste des professeurs qui sont là dans l'attente. Pourquoi recruter des professeurs non formés au détriment de ceux qui sont déjà formés? En janvier 2015, une partie de la promotion a été recrutée. Le reste se dit laissé en rade. Ces professeurs parlent de discrimination. Nous pensons que c'est une injustice qu'il faut corriger. Parce que dans la même promotion, on ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre. Soit tu recrutes tout le monde, soit vous recrutez tout le monde, soit vous les laissez. On attend à créer énormément de dégâts sociaux. De nombreuses familles sont dispersées. Des parents qui ont consenti un effort pour assurer la formation de leurs enfants sont dessus. Ces 213 enseignants pointent du doigt l'État du Sénégal. Certains professeurs menacent de s'immoler par le feu. Nous avons toujours continué à négocier avec eux, à les contenir, à les surveiller. Mais nous ne pouvons plus garantir la surveillance. L'État du Sénégal doit assumer son entière responsabilité. Ces sortants de la FASTEF sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat. Une grève de la faim n'est pas exclue. Et puis le sujet sur toutes les lèvres ces derniers jours face à la menace des enlèvements, viols ou assassinats d'enfants. La sensibilisation devient primordiale pour les mômes et les parents d'élèves. Une urgence, d'autant plus que les établissements scolaires sont souvent dépourvus de moyens. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. Si on ne rentre pas à la maison, qu'est-ce qui peut arriver? Tu vas te blesser ou bien quelqu'un va arrêter la voiture, tu vas te dire de... Si quelqu'un arrête la voiture et te dit de monter, est-ce que tu vas monter? Non. Pourquoi tu ne dois pas monter? Oui. Il va bien. Très bien, on applaudit ça. Désormais, quand on descend à 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? Une leçon bien sûre pour ces potaches. Des enfants kidnappés, tués ou violés commencent à faire légion. À l'approche de chaque élection, un tel phénomène est remarqué au Sénégal. Le constat qu'il faut faire par rapport aux événements que nous vivons actuellement, ces kidnappings d'enfants, ces assassinats d'enfants, ces maltraitances d'enfants, je crois que c'est un phénomène qui est récurrent à l'approche de chaque élection. Et moi je me dis qu'il faut faire attention par rapport à ça. Ces directeurs d'école estiment que les rôles sont partagés. La sensibilisation, qui est la meilleure méthode, est souhaitée car les établissements sont dépourvus de moyens. Des établissements scolaires, notre responsabilité est engagée. C'est nous qui recevons les enfants, c'est nous qui restons avec eux pendant un bon bout de temps et qui leur demandons de rentrer. Ils peuvent avoir des problèmes en venant ou à l'école ou en retournant à la maison. Donc il nous appartient de prendre certaines dispositions. Chez nous, la première disposition que nous prenons, c'est de sensibiliser les enfants, d'essayer de leur donner la bonne information et de les aider à rentrer calmement chez eux, à venir calmement à l'école. Le deuxième niveau de responsabilité, moi je vais le situer au niveau des parents. Comme nous le faisons, il leur appartient au départ de savoir qu'ils sont avec des enfants. Et qui dit enfant, dit insouciance, inconscience. Donc il faut que les parents à la maison prennent la précaution de discuter avec les enfants
pas de les effrayer, mais de les amener à comprendre le phénomène qui se passe et les risques qu'ils courent en ne faisant pas attention à certaines activités. Donc c'est un domaine où la responsabilité des parents est engagée et ils doivent sensibiliser à leur niveau. Le troisième niveau de responsabilité, je crois que c'est le niveau le plus élevé, c'est le niveau de l'État. Parce que notre sécurité à nous tous doit être assurée par l'État. Nous sommes conscients qu'il y a des contraintes. Mais contraintes ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Donc à ce niveau, l'État doit savoir prendre ses responsabilités par rapport à ce problème-là. Le danger est permanent, voir son enfant disparaître, une véritable angoisse, redoubler de vigilance sur les enfants et de rigueur en ces temps qui courent. Et puis, face à la recrudescence des accidents de la circulation, l'amicale des moniteurs et employeurs des auto-écoles s'engage dans la sensibilisation. Ces professionnels des auto-écoles approuvent la mesure sur l'interdiction plutôt de la circulation interurbaine entre 22h et 6h du matin. Ces moniteurs invitent également le gouvernement du Sénégal à accélérer les procédures de mise en place du permis à point pour réduire le nombre d'accidents. Ils ont fait face à la presse ce matin, compte rendu signé Ibou Diouf et Mohamed Dian. Au Sénégal, le trafic routier est perturbé par la fréquence des accidents de la circulation. Un casse-tête pour les acteurs et pour les gouvernants. L'amicale des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal a réfléchi sur la question et s'engage dans la sensibilisation. Pourtant, beaucoup de ces accidents pourraient être évités en respectant certaines règles de sécurité routière du code de la route et en évitant les comportements à risque et les principales causes d'accidents de la route. L'insécurité routière n'est nullement une fatalité, dès lors qu'il y a une volonté politique et les moyens adaptés pour la combattre. L'amicale des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal approuve la mesure qui interdit la circulation interurbaine entre 22h et 6h du matin. Notre amicale est en phase avec le gouvernement. Mais puisque cette idée n'est qu'une proposition émise par l'autorité, nous invitons le gouvernement à continuer les concertations avec tous les acteurs du secteur du transport pour arriver à une formule consensuelle. Pour ces professionnels, l'introduction du permis à point et l'auto-école obligatoire sont entre autres mesures visant à réduire les accidents de la circulation. L'amicale des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal invite le gouvernement du Sénégal à accélérer les procédures de mise en place du permis à point. En effet, l'objectif du permis à point s'inscrit dans une démarche à la fois préventive et pédagogique. L'amicale des moniteurs et employés d'auto-école se lance dans la sensibilisation. L'auto-école, premier maillon de la sécurité routière. C'est le thème de la semaine prévue du 26 au 31 mars. Une occasion pour encore discuter de ce casse-tête de l'incivisme et de la méconnaissance du code de la route, mais également de l'importance de l'auto-école. Nous parlons politique à présent avec les réactions qui se multiplient après la sortie du ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye à la 2STV, la convergence démocratique. Bokk Gis Gis accuse le ministre de l'Intérieur de préparer un coup d'État électoral. Bokk Gis Gis appelle toutes les forces vives de la nation à engager la lutte pour des élections libres et transparentes. Le parti de Pape Diop n'écarte pas d'assiéger la place Washington pour exiger la démission d'Ali Ngouille Ndiaye. Son porte-parole Moussa Diakhaté, que je propose d'écouter au micro d'Iboukan. Cette bourde du ministre de l'Intérieur qui en dit plus, qui prend des allures de déclaration de guerre. Un ministre qui descend aussi bas ne mérite même pas d'être au service de la République. Voilà pourquoi la convergence libérale démocratique, comme elle l'a toujours dit, décide de se battre corps et âme pour que les élections ne soient pas organisées par ce ministre, maire, partisan, courtisan du régime de l'APR. Nous nous opposons farouchement avec tous les moyens de bord pour que non seulement Ali Ngouille Ndiaye ne soit plus le responsable des élections, mais qu'il démissionne de sa fonction de ministre de l'Intérieur, car c'est une honte à la démocratie sénégalaise. Sur ce,
des actes seront posés et nous n'épargnons pas un sitting devant le ministre de l'Intérieur pour demander son départ dans les jours à venir. En déplacement à Rufisque dans le cadre de sa tournée politique, le président de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir lui estime que le ministre de l'Intérieur a plutôt été honnête dans sa déclaration. Pour Thierno Bokoum, c'est à l'opposition de fédérer ses forces pour le respect des acquis démocratiques dans ce pays. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Pour moi, le ministre de l'Intérieur a été honnête. Il ne l'aurait pas dit, nous serions très naïfs de croire qu'il ne l'aurait pas fait. En réalité, c'est ce profil qu'a choisi le président Macky Sall. C'est ce profil, justement, que nos acquis démocratiques réprouvent. On ne peut pas accepter, dans un pays comme le Sénégal, qu'on puisse avoir un ministre de l'Intérieur qui est dans un parti politique, qui travaille pour la réélection de son candidat et qui puisse organiser les élections. Nous considérons que l'opposition doit davantage s'unir pour lutter pour que ce principe majeur de démocratie soit sauvegardé. Et ce n'est pas malheureusement le cas et nous invitons l'ensemble des membres de l'opposition parce que ça n'a rien à voir avec une coalition électorale. C'est une question de principe. Je vous l'annonçais également dans les titres. Bradage du domaine maritime de Kayar, Idrissa Seck et Yankoba Diattara accusés de crimes fonciers et écologiques. Des conseillers départementaux de Thiès se sont transportés au village de Ndiokhob Gueye pour constater une opération de terrassement et de lotissement dans le domaine maritime. Le président de la commission de l'aménagement du territoire accuse donc Idrissa Seck et Diattara. Ce dernier nie en bloc et menace de porter plainte pour diffamation. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Des dunes déplacées, des bornes posées, des individus ont procédé à des terrassements, des lotissements dans le domaine maritime du département de Thiès, dans la commune de Kayar, précisément à Ndiokhob Gueye. Des conseillers départementaux sont descendus sur le terrain pour constater. Le président de la commission de l'aménagement du territoire et des domaines, Abdoulaye Sow, qualifie cet acte de crime écologique au vu des lois du Code de l'environnement et pointe un doigt accusateur sur le président du conseil départemental de Thiès, Idrissa Seck, et ses acolytes. Ils ont pris du sable dunaire, ils ont déplacé des dunes, procédé à des terrassements, menaçant tout l'écosystème. Présentement, cette attitude peut être considérée comme un crime écologique. Les auteurs de cette forfaiture, en l'occurrence M. Pape M. Diop, premier secrétaire élu du conseil départemental de Thiès, qui a été nommé à la tête d'une commission ad hoc chargée des affaires maritimes pour le compte du président du conseil départemental Idrissa Seck, lequel a délégué ses pouvoirs et prérogatives à son premier vice-président Yankoba Diattara, qui a institué cette commission clandestine. La réponse ne se fait pas attendre. Le vice-président du conseil départemental de Thiès, Yankoba Diattara, estime que toutes ces accusations sont infondées. D'ailleurs, il a décidé de porter plainte pour diffamation. Les accusations qu'il porte à notre endroit, ce qui est extrêmement grave. Et d'ailleurs, j'ai décidé de porter plainte pour diffamation contre M. Abdoulaye Sow. Je voudrais signaler que, comme vous le savez, le conseil départemental a la compétence de la gestion du domaine public maritime. Et de ce point de vue-là, nous avons été saisis à maintes reprises, donc par des autorités, en l'occurrence le préfet et le receveur des domaines, pour délibérer sur des projets en cours de réalisation au niveau du domaine public maritime de Thiès. Mais le conseil départemental ne s'est pas encore prononcé pour donner avis sur ces projets. S'il y a quelqu'un qui a violé le domaine public maritime, c'est bien Abdoulaye Sow, et je vous transmettrai tous ces documents. Pour l'heure, une enquête est en cours. L'affaire est loin de connaître son épilogue. La prochaine session du conseil départemental de Thiès nous édifiera. Et puis le président de la République va bientôt mettre sur pied un comité de concertation pour étudier si oui ou non le chef de l'État et le ministre de la Justice doivent siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Cela a fait l'objet d'un séminaire de 3 jours à Sali. Compte rendu signé Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye.
Depuis plusieurs années, des magistrats n'arrêtent pas de dénoncer la promotion sélective au sein de leur profession. Là, les autorités ont décidé de revoir les choses en procédant à une évaluation de l'activité professionnelle des magistrats. Il s'agit d'évaluer le professionnalisme du magistrat, son assiduité, sa ponctualité, son esprit d'équipe, sa capacité à manager une juridiction, sa capacité à satisfaire l'usager du service public de la justice. Donc voilà les éléments qu'il faudrait évaluer. Le souci ici, en tout cas, c'est d'éradiquer le maximum possible le subjectif, la subjectivité dans l'évaluation des magistrats. Et concernant la requête des magistrats à ce que le président de la République et le ministre de la Justice ne siègent plus au Conseil supérieur de la magistrature, le garde des Sceaux estime qu'il y a un comité qui est en train de travailler sur cette question. Le président de la République a demandé que soit installé un comité de concertation sur la modernisation de la justice, et ce comité de concertation va discuter, va plancher très sereinement, très objectivement, intellectuellement, et formuler des recommandations. Et sur la base de ces recommandations, le président de la République prendra la décision appropriée sur le sujet. Les États-Unis accompagnent l'évaluation annuelle des magistrats. Selon eux, la force d'un État peut dépendre aussi de l'indépendance de sa justice. Et puis présente dans l'agro-business, dans l'agroécologie plutôt, depuis plusieurs années, les femmes productrices de la région de Ziguinchor sont confrontées à des difficultés. Les plus importantes selon elles demeurent l'écoulement de leurs produits. À cela s'ajoute le manque de formation adéquate. Elles l'ont fait savoir au préfet de Ziguinchor lors d'une foire qu'elles ont organisée. L'autorité administrative donne des pistes de solutions. Dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Cultiver entièrement naturel ou pratiquer tout simplement l'agroécologie, cela se développe depuis quelques années maintenant dans la région sud du pays. Et ce sont principalement les femmes qui pratiquent cette forme d'agriculture. Sauf qu'elles ont beaucoup de problèmes. Le plus important est qu'elles écoulent difficilement leurs produits. Elles ont des problèmes surtout d'écoulement de leurs produits. Si je prends la zone de Guignac, il y a un bloc maraîcher dans chaque village, mais leur problème maintenant c'est d'écouler sur le marché. Parce que même au niveau local, ces légumes-là ne sont pas achetés. Je suis convaincue que si ces femmes sont soutenues au niveau de ces exploitations familiales, qu'il faut réellement renforcer, et je pense que nous pourrons enclencher le développement de ce pays. D'où l'organisation de cette foire par le comité régional des femmes dit Oussoforal pour se faire entendre. L'État y est représenté par le préfet de Ziguinchor qui leur donne des pistes de solutions. Pour les accompagner, on va les inviter à se rapprocher des institutions qui ont été mises en place par son Excellence le président de la République, notamment ANIDA, FONGIP et les autres institutions qui sont au niveau du ministère de la microfinance et de l'économie solidaire pour bénéficier des formations, de l'encadrement et des financements des femmes. Ces femmes organisent aussi une conférence publique sur le thème « L'agroécologie, une approche bien de chez nous ». Femmes de demain, un projet destiné à aider les femmes africaines au Sénégal s'implante à Dakar, comme un peu partout d'ailleurs en Afrique. Leur objectif, sensibiliser, aider les femmes à trouver leur place dans la société. Là-dessus, nous écoutons les explications de Christine Juan-Bruno au micro d'Aïssatou Paye. Nous ambitionnons d'être dans les 54 États africains, avoir des entités femmes de demain dans tous les pays. Pourquoi faire? Pour pouvoir voir la réalité de tout ce qui se passe en matière de programmes en direction des femmes. Et tisser également des ponts entre toutes les femmes africaines. Il serait intéressant que nous sachions, par exemple, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, ce qui se passe réellement au niveau du Sénégal en termes d'activités de femmes, en termes de lois juridiques pour les femmes, en termes de programmes pour les femmes, etc. Donc c'est véritablement cette ambition qui nous emmène à pouvoir donc identifier des présidentes dans ces différents pays africains. Ce sont toutes les femmes. Ce sont toutes les femmes qui au quotidien apportent quelque chose d'important à la communauté, qu'elles soient en milieu urbain ou en milieu rural. C'est véritablement toutes ces femmes qui au quotidien apportent de la valeur
valeur ajoutée à l'économie de nos pays, à l'éducation de nos enfants, au développement de la famille. Toutes ces femmes sont la cible de femmes de demain. Puis le gouvernement du Sénégal, avec le soutien de l'Union européenne, veut assurer la production laitière. Chaque année, plus de 60 milliards de lait en poudre sont importés avec le programme Progrès Lait, d'un coût global de 4,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. 226 ménages des zones les plus reculées du Sénégal sont ciblés pour appuyer les éleveurs. Une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Les défis pour le Sénégal sont énormes pour assurer la production suffisante du lait dans notre pays. Même si beaucoup d'efforts ont été réalisés dans ce sens, il reste beaucoup à faire. C'est que quand on évalue le potentiel de production de lait au Sénégal, c'est plus que 65 milliards par an. Alors que le Sénégal importe l'équivalent de 60 milliards de francs CFA par an en lait en poudre. Avec les enjeux énergétiques de l'heure et la place occupée par l'énergie dans les territoires, le programme régional énergie et chaîne de valeur lait est venu en appoint pour lutter et développer les zones les plus reculées du pays. Le Progrès Lait, c'est un projet qui consiste à mettre à la disposition des éleveurs dans les bassins de production de lait non électrifiés des plateformes énergétiques pour la conservation, l'approvisionnement en électricité pour les infrastructures communautaires. 226 000 ménages sont ciblés par le programme Progrès Lait, financé à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Ce projet va participer à la réduction de la pauvreté des communautés rurales en répondant à la fois à plusieurs défis de développement et assurer la conservation du produit. Au niveau du Sénégal, on se rend compte que là où il y a du lait, il n'y a pas d'électricité, principalement. Et là où il y a de l'électricité, où on trouve des industriels pour la transformation, il n'y a pas de lait. Donc les gens veulent faire du lait local, mais il y a des difficultés d'approvisionnement. Pour assurer la bonne production du lait, il faut accompagner les éleveurs et mettre en place des stratégies pour la conservation du produit. 3284 villages vont bénéficier de ce projet, surtout dans les régions de Saint-Louis, Louga et Kolda. Et puis l'OMS se félicite des efforts consentis par le Sénégal en matière de santé. Information donnée par la directrice régionale de l'organisation Visite au Sénégal avec le ministre de la Santé. Ils ont tenu une conférence de presse conjointe pour faire la synthèse de cette visite officielle dans le domaine sanitaire. Compte rendu signé Ibrahima Kane et Modou Diop. Après une visite officielle de 2 jours, Abdoulaye Diouf Sarr et son hôte font face à la presse. Objectif, faire l'économie de la tournée de la directrice régionale de l'OMS au Sénégal. Le docteur Matshidiso Moïti se félicite des efforts consentis par le Sénégal dans le domaine de la santé. Je vous félicite pour toutes ces réalisations. Comme vous avez bien dit, il y a beaucoup plus à faire dans le futur. Donc nous allons partir sur l'engagement du gouvernement, commençant par M. le Président lui-même, qui vient de lancer et approuver le plan de financement pour la santé, qui sera coordonné par M. le Premier ministre pour que le pays arrive à mobiliser, à allouer les ressources qu'il faut pour arriver à améliorer la santé de toute la population. Cette tribune a été l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale d'aborder la prise en charge des pathologies rénales. Abdoulaye Diouf Sarr rassure, le Sénégal va combler bientôt le déficit de spécialistes en la matière, dit-il. La première mesure phare, c'est déjà de doubler la bourse de spécialisation. Actuellement au Sénégal, la bourse de spécialisation a été multipliée par 2. Mais par ailleurs, de motiver effectivement les universités et l'ensemble effectivement des chaires à réfléchir sur cette stratégie, à combler le gap non seulement dans la pathologie rénale, mais la question a été adressée de manière globale au niveau de toutes les spécialisations. La couverture maladie universelle a également été évoquée. Le Sénégal est à 46% de son objectif au niveau national selon le ministre de tutelle qui précise que toutes les dispositions vont être prises pour régler les écarts de trésorerie entre les structures et la CMU. Il y a des structures de santé qui reçoivent effectivement des patients et qui aujourd'hui, du point de vue du règlement de leur facturation, ont des problèmes.
C'est effectivement donc le problème qui se pose aujourd'hui. Et j'ai dit d'ailleurs il y a 2 jours à la presse que toutes les dispositions aujourd'hui sont en train d'être prises dans le cadre d'un racolage ministère de la Santé, Agence de couverture maladie universelle, ministère des Finances, pour solder le plus rapidement donc toute cette situation-là. À retenir que Dakar sera en août prochain la capitale africaine de la santé. Elle abritera la 68e assemblée régionale de l'OMS. Ibrahim Makad, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.